toujours à la recherche de nouvelles aventures, de nouvelles découvertes dans toutes les sphères de ma vie. Je suis Patrick Lac et vous écoutez Franc Ouest, saison 2, Nature, elle. Aujourd'hui, on est à Creston, au sud de la Colombie-Britannique, avec mon invitée, Mélanie Rowe. Cette globe-trotteuse partage son temps entre le Canada et le Mexique et aujourd'hui, elle nous amène en kayak sur l'immense lac Kootenay. Pour entendre toute ma conversation avec Mélanie Rowe, rendez-vous sur webwest.ca ou la plateforme balado de votre choix. Elle a 5 ans. Elle dit « Hey, écoute, qu'est-ce que t'en penses si on vendait la maison, on quittait nos emplois, on s'achète une roulotte, puis on part à l'aventure, puis on s'invente une nouvelle vie ailleurs. » Puis elle est comme « Ah oui, c'est parfait, pas de problème. » Elle était dans sa chambre. Elle est revenue une demi-heure plus tard avec un petit sac à dos. « Bon, ben je suis prête à partir. » Là, on était comme « Wow! » Salut, je suis Patrick Lac et ceci est Franc Ouest, saison 2, Nature, elle. Je parcours l'Ouest canadien pour aller à la rencontre des femmes francophones passionnées de plein air. Épisode 7, Mélanie Rowe, kayak de plaisance, Creston. Mélanie, qu'est-ce qu'on va faire comme trajet? C'est ça. Là, il y a beaucoup de vagues. Là, on va essayer de se mouiller trop les pieds. OK. T'es prêt? Ah, mouche. On va aller vers la gauche. Wouhou! Je vais te passer l'enregistreuse parce qu'il y a tellement d'eau, là. Il y a 20 ans déjà, Mélanie Rowe prenait l'avion pour la première fois. Accompagnée de son conjoint et de leurs 2 enfants, la famille trilingue a habité dans plus de 40 pays. Après une carrière en télévision, la réalisation de documentaires et de son implication au sein de différents organismes de coopération internationale, la globe-trotteuse partage maintenant son temps entre Creston en Colombie-Britannique, le Québec et le Mexique. On vogue avec elle en kayak de plaisance sur les eaux claires de l'immense lac Kootenay. Et on discute du besoin de voyager, de se réinventer et de vivre à temps plein dans une roulotte. Je pensais que ça allait être plus calme que ça. On s'emmenait, le lac était miroir, puis là, le vent s'est levé. C'est un grand lac ici, qui est superbe, mais qui change facilement. Fait que c'est pour ça que c'est recommandé d'aller sur le bord des côtes, mais jamais de faire des traversées comme ça, parce qu'il y a des gens qui sont fait pogner en plein milieu avec un vent qui tourne, puis des grosses vagues. Ça nous est arrivé une fois, ça embarquait par-dessus le kayak, là. Puis c'était comme calme 15 minutes avant, là. Fait que des fois, on avait des gens qui venaient nous visiter. « Ah, wow, hey, moi, je vais aller à la plage là-bas. » Je veux nager. Ça a l'air proche, mais c'est pas si proche que ça. Puis, non, parce que la montagne est immense. Oui, bien c'est ça. Ça donne une perspective qui est complètement différente. Puis des fois, les gens minimisent, c'est ça, la distance. Puis surtout aussi, c'est un lac, c'est 150 mètres de profond, là, ce lac-là. Là. C'est vraiment, c'est ça. C'est une des raisons pour lesquelles on a atterri ici et resté ici. Quand on a fait notre arrêt pour la première fois à Creston, puis les locaux nous ont parlé de cette plage-là, on n'avait pas trop d'attente. On pensait que c'était peut-être une plage de roche, comme la plupart des plages sur le bord du lac Kootenay, mais on a découvert que non, c'était une plage de sable. Je me sentais comme au paradis. J'étais comme, pincez-moi quelqu'un, est-ce que c'est vrai? Il y a vraiment cet endroit-là qui existe. Cette plage de sable-là, bien, tu l'imagines pas en fait sur le bord d'un lac au Canada. Je me sentais transportée ailleurs avec les rochers, la nature vierge. Il y a vraiment quelque chose de magique ici. Ah, je me sens comme dans les maritimes. Il n'y a pas l'odeur salée, ouais, c'est ça. Le vent puis le bruit. Là. Moi, mon moment préféré, en fait, c'est d'être sur l'eau ici en kayak, en fin de journée, quand le soleil commence à descendre. Derrière les montagnes, juste ici, là, le soleil va toujours se coucher là. Puis là, on part toujours à ce moment-là. Pendant l'été, là, on vient toutes les semaines, des fois plusieurs fois par semaine, en famille. Puis là, on part en kayak à ce moment-là où la lumière descend, puis qu'il y a une quiétude, une tranquillité sur le lac. Il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de vagues. On peut avoir des fois l'eau, on peut avoir les montagnes, mais moi, la combinaison des deux, pour moi, c'est un duo magique. Puis quand on est arrivé ici, qu'on avait l'eau et les montagnes réunies, on a fait « OK, wow! » C'est un endroit où on veut pas juste être de passage, on veut pouvoir y aller aussi souvent qu'on a envie à toutes les semaines. Puis là, maintenant, ça fait 2 ans que vous avez quitté l'Est
pour vous diriger vers l'ouest. Puis je sais que vous avez fait quand même un gros road trip. Bien, en fait, on a officiellement quitté notre maison, c'était le 1er mai 2021. Puis on partait à l'aventure pour s'inventer une nouvelle vie. Donc, on a eu besoin d'une petite transition entre le temps qu'on a quitté la maison puis qu'on soit prêt à partir parce qu'on a eu la roulotte 2 semaines avant de quitter notre maison. Donc, on avait un petit peu d'organisation à faire encore, de la famille à voir, des rendez-vous, des amis. Fait qu'on a quand même fait une petite transition au Québec. Pendant un mois, on était stationnés chez les amis dans leur cours. Puis, ça nous a permis un peu de boucler la boucle avec ce qu'on avait à finir au Québec. Puis après ça, dans le fond, on a commencé notre route en montant vers l'Abitibi. Curieusement, j'avais jamais été en Abitibi. Fait qu'on a initié le voyage en partant de Montréal. On a passé par les Laurentides, puis on est allé jusqu'en Abitibi. Donc, puis de là, on a traversé en Ontario. On a longé, en fait, les Grands Lacs. On a été dans la région du Lac-Supérieur, les îles Manitoulin, tout ça. On se rappellera qu'il y a 2 ans, il y avait encore la réalité COVID et tout ça. Donc, le Manitoba, pour le traverser, on l'a fait malheureusement très rapidement. On l'a fait sur une journée parce qu'il y avait des quarantaines. Si on s'arrêtait au Manitoba, on devait faire une quarantaine à l'époque, il y a 2 ans. Donc, on n'a pas pu découvrir le Manitoba comme on l'aurait souhaité. Puis ensuite, on a poursuivi la découverte en Saskatchewan. Puis là, ça a été vraiment un beau moment parce que la Saskatchewan, on n'avait pas d'attente. En fait, il n'y a jamais personne qui parle tant de la Saskatchewan. Puis nous, on a décidé de sortir des Sentiers Battus. On est descendu vers le sud. Puis les Badlands, on a adoré. Ça a été... il y a 2 parcs, en fait, 2 sections. Puis on était allé passer du temps dans chacun des 2 parcs. Puis c'était génial. Puis l'Alberta, en fait, on n'a pas commencé par le nord et tout ça. On est arrivé par le sud, en fait. Ça aussi, on a eu des gros coups de cœur. Riding on Stone, on a adoré. On avait beaucoup voyagé à l'international, mais peu dans le Canada. Donc, le premier contact avec les Rocheuses s'est fait vraiment à Waterton. Ça reste encore aujourd'hui notre coup de cœur dans les Rocheuses canadiennes, le parc national de Waterton. Fait qu'on s'est arrêté là. On a fait des rencontres d'amis très significatifs pour nous, qu'on côtoie encore. Là, c'est là qu'on a fait après ça Banff, puis on a monté justement par la promenade des glaciers jusqu'à Jasper pour ensuite redescendre. Puis là, ben nous, à l'époque, on pensait rentrer au BC et aller, justement, les gens nous avaient parlé de Nelson, Squamish, l'île de Vancouver. Donc, on se dirigeait vers là. C'est un peu ce qu'on avait en tête avec les recommandations des gens. Mais là, il y avait, un peu comme cet été, il y a eu beaucoup de feux dans l'Okanagan. Donc, la route de Golden était une route d'urgence. Donc, on s'est dit, on n'est pas pressé, on a la vie devant nous. Donc, descendons vers le sud. C'est à ce moment-là qu'on a pris le parc Kootenay, qui est un de nos coups de cœur aussi. On est descendu par le parc Kootenay, puis à Cranbrook. Les gens nous ont dirigés justement vers Creston pour se rendre à Nelson. Et c'est là que la magie s'est opérée. Et on n'a jamais quitté Creston depuis ce temps-là. Puis là, donc, vous habitez encore dans votre roulotte? Oui. C'est comment le quotidien là, d'être une famille de 4, vivre dans une roulotte? Premièrement, on n'est pas des gens qui ont besoin d'énormément d'espace, qui ont besoin d'une grande bulle et tout ça. Donc, notre personnalité familiale fait que pour nous, c'est pas un enjeu d'être dans des petits espaces. Mais cela dit, effectivement, ce qui est la clé de ça, c'est qu'on vit à l'extérieur. On a un grand terrain de jeu, en fait. On habite sur un grand terrain. On n'a jamais eu ça. On habitait en ville, nous, à Montréal, sur un petit terrain. Donc là, d'avoir ce grand espace-là, les filles ont leur module de jeu. On a nos espaces de vie extérieurs. Donc, en fait, à l'intérieur, après ça, toute une question d'optimisation. Donc, on a optimisé beaucoup de choses comme famille pour que ça réponde à nos besoins et qu'on puisse s'organiser. Mais c'est sûr que tu vis plus minimaliste. Tu peux pas vivre comme dans une maison de 2500 pieds carrés. Tu peux avoir du confort quand même puis avoir tout ce que tu as besoin, mais dans un espace qui est beaucoup plus restreint. Pour nous, c'est pas un enjeu, mais c'est sûr que, comme dans toutes les familles puis comme dans tous les quotidiens, il y a des défis. L'espace n'est pas un problème ou un défi en soi dans notre vie. Même que cet hiver, là, on prévoit partir vers le Mexique avec une petite roulotte compacte de 14 pieds, donc vivre les 4 pendant plusieurs mois dans un espace encore beaucoup plus restreint que ce qu'on vit actuellement. Mais encore là, c'est ça. L'idée, c'est de vivre à l'extérieur, de partir à la découverte, de voyager. Puis les filles, je dirais que ça, on est là-dedans. En fait, Soléane, ma plus grande, qui va avoir 8 ans, elle voyage depuis qu'elle est toute petite avec nous. Le côté très nomade aussi, beaucoup de résilience, beaucoup d'adaptation. Puis quand on a pris la décision, justement, de vouloir changer de vie, puis partir vivre dans une roulotte à l'aventure et tout ça, quand on l'a consulté, parce qu'elle avait 5 ans à l'époque, on l'a consulté. Puis on a dit, qu'est-ce que tu en penserais si papa, maman vendaient la maison, que tu nos emplois, on achèterait une roulotte, puis on s'inventerait une nouvelle vie quelque part. Puis elle est partie. Elle est revenue une demi-heure plus tard avec son sac tout prêt. Voilà, j'ai ce qu'il me faut, je suis prête à partir. On était comme, wow, OK, bien, papa, maman, ça va leur prendre un petit peu plus de temps que toi. Ça va prendre quelques mois, mais je suis contente de savoir que tu es motivée, prête à partir. On venait de faire un road trip aussi en famille. Fait que, tu sais, elle était déjà dans cet esprit-là. Donc, pour elle, c'était comme naturel. Elle a quand même des souvenirs du avant, dans notre vie d'avant, à Montréal et tout ça. Alors qu'Anaëlle, ma toute petite, qui vient d'avoir 4 ans, bien, elle,
c'est ça la vie. Depuis qu'elle est née, qu'on était en road trip, après ça, on a vécu dans une roulotte, puis on est à l'aventure 6 mois. Elle, c'est ça la vie. Donc, elle n'a pas de référence d'autres choses. Elle commence en grandissant un peu à voir qu'il y a d'autres enfants qui ont une vie différente de la sienne, mais pour elle, c'est ça. C'est la normalité, ce qu'elle vit. Puis là, il y a quelque chose que tu as dit. Bien, ça me rappelle plusieurs des entrevues que j'ai faites dans la 2e saison de Franc Ouest. Puis c'est de se réinventer. Je sais que toi, bon, tu as travaillé beaucoup en production vidéo à Montréal. Ensuite, tu as travaillé en Amérique du Sud, tu as fait un documentaire. Tu as travaillé en Afrique. Puis pourquoi est-ce que tu penses qu'il y a tant de gens qui viennent ici puis qui s'autorisent à se réinventer? C'est pas tout le monde qui se le permet. Je pense que tout le monde, il y a des moments dans notre vie où on le sent, si on est à l'écoute de notre voix, notre intuition, on le sent qu'on arrive à la fin d'un cycle. Il y a comme une boucle qui se termine, mais c'est pas tout le monde qui s'autorise à en prendre conscience et à faire un changement. Tu sais, c'est un saut dans le vide quand tu te réinventes l'incertitude, les peurs que ça peut générer de l'inconnu, en fait. Malheureusement, des gens qui me viennent en tête, qui ont passé leur vie avec un peu cette petite amertume-là, tu sais, j'ose pas ou j'ai peur parce que telle chose, puis c'est légitime en fait, mais dans la vie, je pense qu'on est tous comme êtres humains en transformation, en changement constant, puis il y a des moments dans notre vie où on se rend compte, on le sent, que là, OK, tu sais, je pense que là, j'étais bien dans ce que je faisais, j'étais bien où j'habitais, j'étais bien dans telle situation, mais là, ça change, puis là, je sens que je suis rendue ailleurs, puis j'ai envie d'autre chose. Puis quand tu es réceptif, puis à l'écoute de ça, bien, je pense que c'est là que les portes s'ouvrent. Parce que c'est ça, il y a des fins de cycle pour plusieurs raisons, soit dans des vies professionnelles, dans les vies personnelles, dans des vies... Peu importe. À certains moments, j'ai senti que j'étais mûre pour autre chose, puis j'avais envie d'autre chose. J'ai toujours été à l'écoute de ça, puis c'est ce qui fait que j'ai vécu à l'étranger, que j'ai changé de vie professionnelle, après ça, devenir parent, après ça, tu sais, tout ce que ça l'implique, je pense que c'est ça la clé, le secret pour être heureux. Je fais ça juste ici. Oui. Parfait. T'es probablement la personne qui a le plus voyagé. J'ai l'impression. Une quarantaine de pays. Ouais. Bon, mais t'es définitivement la plus grande voyageuse que j'ai jamais interviewée. Fait que, pourquoi voyager? Ah mon Dieu! C'est une fenêtre d'ouverture sur le monde. C'est la diversité des cultures, des traditions, des langues, des coutumes, de la nourriture, des façons de vivre. Le voyage m'interpellait depuis la tendre enfance, mais j'ai pas grandi dans une famille de voyageurs du tout. J'étais le mouton noir de la famille. Puis mes parents, c'est ça, avaient pas, un mode de vie de voyage ou quoi que ce soit. Donc j'en ai rêvé durant toute mon enfance et mon adolescence. Puis ensuite, c'est ça, pendant mes études à Montréal, moi puis mon chum, les deux, on avait cet appel-là du voyage, mais on avait voyagé à aucune reprise l'un ni l'autre. Lui aussi, c'est un peu la même historique de famille. Là, on était comme, OK, il faut le mettre en priorité dans notre vie. Tout ce qu'on peut mettre de côté, on le met de côté, puis on se paye un voyage. Puis, on se doutait qu'on allait avoir la piqûre. J'avais 22 ans, je pense, la première fois que j'ai pris l'avion. Mais je me suis bien repris. Après ça, ça a été pendant des années de façon continue. C'était vraiment un mode de vie. Ça a commencé comme une fois par année. Pendant un mois, à peu près, on partait pendant l'hiver. Puis là, après ça, on a habité à l'étranger. Puis après ça, c'est devenu un mode de vie aussi dans le cadre de notre travail. Donc, on s'est retrouvés à voyager, puis accumuler les voyages, puis habiter ailleurs. Puis c'est ça, c'est devenu vraiment comme une partie de notre identité, ce mode de vie-là. On voyageait sac à dos, on n'avait pas d'itinéraire de prévu, on n'avait pas de réservation, on était vraiment en mode improvisation. Puis ça nous permettait de vivre des expériences incroyables, parce que c'est ça, quand t'es comme coincé avec des réservations, avec un itinéraire précis, mais là, t'as pas cette marge de manœuvre-là. Donc, j'allais m'informer sur la culture, sur la langue. J'essaie tout le temps un peu avoir les rudiments de base, au moins, de la langue, pour au moins des trucs de base. T'sais, après ça, faire des conversations, ça dépendait. Là, il y a des langues plus complexes que d'autres, mais on était dans les autobus avec les locaux, on habitait chez des gens, on était sac à dos. Fait que c'était vraiment l'expérience locale. On n'était pas dans des resorts, on n'était pas dans des gros hôtels. Donc, ça a toujours été ça un peu notre façon de voyager. Ça devient une piqûre, en fait, plus tu voyages dans un pays, plus t'as le goût. On essaie de varier entre les continents. Notre deuxième maison, c'est un peu l'Amérique latine. L'Amérique latine, on l'a pratiquement fait au complet, là, du Mexique jusqu'au Chili, Brésil, Argentine, bref, jusqu'en bas complètement. Mais on a fait aussi l'Afrique de l'Ouest.
Puis en Asie, on a fait quand même aussi quelques pays. L'Europe, très peu. C'est comme trop, ça nous ressemblait trop. On était comme, quand on sera plus vieux, là, qu'on voudra plus de confort, quelque chose de plus simple. Fait que l'Europe, on la connaît à peu près pas, en fait. Puis c'était plus cher, hein. L'euro aussi, on se le cachera pas, là. On voyageait à petit budget, donc très peu. Nous, on ne peut pas passer un an sans quitter le Canada depuis les 20 dernières années, je pense, là. En fait, oui, depuis 20 ans. Tu sais, m'imaginer pas quitter le pays pendant un an, c'est comme impossible. Là. J'en ai des fourmis, là. C'est vraiment un appel puis un besoin dans ma vie de voyager. Puis, c'est ça, on a transmis ça aussi à nos filles. Nos filles, notre plus jeune avait 4 mois la première fois qu'elle a pris l'avion. Puis, on l'a traîné avec nous, sac à dos, du Chili jusqu'au Mexique. On a fait 4-5 mois en Amérique latine pour la présenter à nos amis qui n'avaient pas la chance de voyager. Puis, clairement, elle a pas de souvenirs. Elle était un bébé. Elle a des photos, là. Des photos, des vidéos d'elle dans ces pays-là. Inconsciemment, ça fait partie de ses, entre guillemets, de son bagage. Elle a tout le temps été une grande facilité d'adaptation, une grande ouverture d'esprit par rapport à tout ce qui se passe, toutes les coutumes, toutes les langues, toutes les façons de vivre. Tu sais, c'est comme, elle s'adapte très bien, très facilement. Fait que j'ai l'impression que c'est ça, vu qu'on l'a baignée là-dedans depuis qu'elle est toute petite, c'est comme une normalité pour elle. La plus jeune, c'est la même affaire. Elle aussi, elle a commencé à voyager à peu près à la même âge, vers 4 mois. C'était comme pas mal le cue là. 3 premiers mois, on prend ça relax, on se dépose dans notre nouvelle vie de famille, puis après ça, OK, on part à l'aventure. Puis là, en ce moment, on se rencontre à Creston. Est-ce que pour vous, d'avoir quitté le Québec puis d'être basé, entre guillemets, à Creston, est-ce que ça, c'est un voyage? Puis là, je sais que vous êtes à veille de partir vers le Mexique. Fait que là, est-ce qu'en ce moment, vous êtes en train de planifier un voyage par-dessus un voyage? Ou comment vous voyez ça? C'est une excellente question. Oui et non, parce qu'en fait, on s'invente une nouvelle vie. Fait que c'est pas un voyage en soi, mais en partie, oui, parce que on a vraiment, comme tu dis, quitté le Québec, quitté nos racines là-bas, parce que c'est un peu ça, c'est que pendant 20 ans, le Québec restait notre base. Donc, de prendre la décision de vraiment vendre là-bas notre maison, puis de dire, OK, là, on n'a plus de racines nulle part, on devient nomade. C'était un voyage en soi. Puis, ben, le voyage a pris la tournure qu'il a pris, en fait. Là. Est-ce que tu veux que je te raconte comment on est atterri à Creston? Comment? Mais ça, parce que c'est quand même surprenant là, que vous ayez choisi Creston. On a décidé d'avoir des enfants par choix, en étant plus âgés, puis en se disant, écoute, notre priorité maintenant, c'est d'être parents. La vie professionnelle, c'est secondaire. On a besoin d'argent pour vivre comme tout le monde, mais notre priorité, c'est nos enfants. Puis, on a pris la décision à avoir une meilleure qualité de vie en famille. Donc, ça signifiait de changer de vie, en fait, parce qu'on a été heureux à Montréal pendant 20 ans, mais on voyait pas que c'était compatible avec ce qu'on souhaitait avoir comme nouvelle vie. On a décidé de vendre notre maison, on a quitté nos emplois, on s'est acheté une roulotte, puis on est parti à l'aventure pour s'inventer une nouvelle vie ailleurs. On n'avait pas de plan. Dans notre tête à nous, on avait 1 an devant nous parce qu'on avait réussi à avoir une assurance pour 1 an, donc de partir avec notre véhicule, notre roulotte hors Québec, assuré pendant 1 an. Partons à la découverte du Canada, qu'on ne connaît pas du tout. On n'avait jamais été plus loin que l'Ontario. Puis après ça, on se disait, on va peut-être descendre par la côte ouest américaine, se rendre au Mexique. Bref, on n'avait pas de plan précis, mais on se disait, on part vers l'ouest. Puis on a pris 3 mois, en fait, pour se rendre jusque dans la région ici. On prenait notre temps. On n'a pas suivi la Transcanadienne. On faisait des zigzags vers le nord, vers le sud, est, ouest. On allait découvrir des endroits. Puis on a vraiment bien profité, on a adoré, on a découvert des choses extraordinaires qu'on s'imaginait pas du Canada. Nous, dans le fond, quand on disait qu'on allait au BC, on connaissait rien, puis des amis nous avaient recommandé en fonction de nos intérêts et tout ça. Ah, vous autres, d'après moi, Nelson, Squamish, l'île de Vancouver, vous allez triper. Fait qu'on est passé par Creston, puis là, il s'est passé quelque chose d'un peu magique, en fait. On s'est arrêté là pour justement faire le plein de fruits et légumes. Les filles étaient toutes excitées parce qu'on était dans les rocheuses depuis un bout, puis bon, on s'entend qu'il n'y a pas grand-chose qui pousse par là. Donc là, les filles, l'abondance de fruits et légumes, on était ça va faire 2 ans, en fait. Hey, on est le 22. Le 23, c'est la journée qu'on était à Creston la première fois, il y a 2 ans. Ça va faire 2 ans, jour pour jour demain. Wow. Puis, fait qu'on s'est arrêté là, on est allé faire des petites commissions, puis les gens nous souhaitaient la bienvenue. C'était vraiment spécial. On était comme, ça fait 3 mois qu'on traverse le Canada, puis on n'a jamais vécu ça ailleurs. Les gens nous souhaitaient la bienvenue, puis nous donnaient les trucs des locaux. On a un farmer's market. Il y a de plus en plus de familles qui s'établissent ici. Vous seriez les bienvenus. Puis, c'était vraiment une drôle d'énergie. On était comme, c'est vraiment spécial. Puis, on a vraiment été interpellés par les montagnes, la vallée, le lac. Il y avait comme l'espèce de trio que nous, on aime beaucoup, en fait, les montagnes et l'eau. Donc, déjà, le duo montagne et eau ensemble. Puis là, il y avait les champs avec l'abondance en même temps. Puis, une communauté super accueillante, assez serrée, avec un bel esprit communautaire. Puis ça aussi, ça faisait partie de nos valeurs. Donc, on était comme,
C'est intéressant. On va-tu explorer davantage cette région-là? Parce que nous, on n'avait même pas idée que ça existait, Creston, sur la map. Puis, on a rencontré une famille, comme je racontais un peu de l'Amérique latine tout à l'heure. Pas beaucoup de Latinos dans notre traversée du Canada. Donc là, j'ai vu des Latinos, fait que là, j'étais allée jaser avec eux. Échange les coordonnées, ils nous invitent à aller souper chez eux. Fait un souper, mais nous, on pensait qu'on allait souper avec cette famille-là. Mais non, grosse soirée communautaire avec tous les amis, les voisins, plein de monde qui cuisinait ensemble, les enfants qui s'amusaient, une dynamique extraordinaire. On arrive là, on était comme « wow ». Puis, tout de suite, on s'est senti comme si on faisait partie de la gang. On n'avait pas l'impression qu'on débarquait dans un endroit inconnu. C'était vraiment spécial. Les filles sont allées s'amuser avec les enfants. On s'est mis à jaser, papoter avec les autres personnes. Puis, ouais, on se sentait comme à la maison. On échange, c'est ça. On crée des nouvelles amitiés, échange des coordonnées avec des gens. Puis, 2 jours plus tard, en revenant de la plage, une de ces nouvelles amitiés-là nous appelle en nous disant « Écoute, j'ai quelqu'un dans mon réseau qui vend un terrain. Est-ce que tu aimerais ça aller le voir? » Elle m'a dit « Ben oui, pourquoi pas? » Fait qu'on est allé à l'adresse qu'elle nous a dit voir le terrain. Et là, tombé en amour avec la vue. On a fait « Wow! » On s'imagine ici. En fait... Ferme tes yeux. On est plein sud, puis on a une ouverture sur toute la vallée, en fait. Fait qu'on a les montagnes de chaque côté, on a les champs en bas. Une visibilité sur toute la vallée qui est extraordinaire, puis une espèce d'immensité devant nous qui est rafraîchissante, avec un beau soleil qui se promène d'un côté à l'autre. On voit tout, puis on voit d'où vient la pluie, les nuages. En tout cas, j'appelle ça ma station météo. Là, des fois, on s'est réveillé un matin, mais on était comme au-dessus d'une mer de nuages. C'était de toute beauté. Vous avez vraiment... On était vraiment privilégiés d'avoir ce contact-là, puis que tout... Parce qu'en fait, c'est un terrain vacant, donc il y avait aucun service, il y avait rien dessus, en fait. Nous, c'était parfait, on avait notre roue-là, puis on a quand même 0.8 acres. Donc, pour des gens de la ville qui étaient à Montréal, qui ont passé leur vie en ville, on était comme « Wow! C'est grand, c'est immense comme terrain! » Donc, on s'est retrouvés avec un grand terrain, mais que tout était inventé. Il y avait vraiment, c'est ça, rien dessus. Donc, on est descendu, puis c'est la journée de la fête à ma plus jeune. Justement, elle a célébré ses 2 ans sur le terrain. Puis là, on a invité nos nouveaux amis qu'on venait de rencontrer il y a une semaine à célébrer l'anniversaire de notre petite cocotte. Puis c'était comme wow. Tu sais, quand notre famille, nos amis du Québec, on les a appelés pour dire ouais, en passant, on vient de s'acheter un terrain dans un village au BC. C'est comme quoi? À quel endroit? À Whistler? Non. À Creston. Qu'est-ce que c'est ça? Ah ouais, c'est ça. Tu sais, c'est un petit village, là. Donc, les gens qui nous connaissent n'étaient pas tant surpris dans le sens où, tu sais, on est tout un des gens, entre guillemets, opportunistes dans la vie. On n'est pas des gens qui réfléchissent pendant 2 ans avant de prendre une décision. Tu sais, si on voit que, OK, tu sais, ça correspond à ce qu'on veut, les astres sont alignés, parce que là, c'est vraiment une question, tu sais, les étoiles sont alignées pour nous, là. Tu sais, c'était vraiment pas prévu, mais c'était juste trop évident et trop fluide pour qu'on continue notre route en faisant comme si de rien n'était. Aucun remords, aucun regret. Là, ça va faire 2 ans, justement, presque jour pour jour. Puis, le détail peut-être que j'ai pas dit, c'est que ma grande, qui avait 5 ans à l'époque, quand on était arrêté à Creston la première fois, elle nous dit « Hey, papa, maman, est-ce qu'on pourrait rester plus longtemps ici, genre vivre ici? » Écoute, à partir de là, c'est ça qui a été, on dirait, le déclencheur. Là, l'univers nous a entendus, puis là, tout a bougé. Wow. Puis, je pense que c'est ça. Il y avait quelque chose pour nous, là, qui nous attendait, sans qu'on le sache. La synchronicité de la vie, le destin qui a fait en sorte qu'on est abouti là, puis que tout s'est enchaîné et s'est placé pour nous. Il y a une chose que je trouve extraordinaire, la façon que tu parles. Tu dis, on veut faire ça, on s'est rencontrés, puis là, on est parti en voyage. Là, je sais que toi puis ton conjoint, François, vous venez de célébrer 25 ans de couple. Oui. Puis c'est impressionnant, puis vous avez de l'air amoureux, vous avez de l'air heureux. Puis là, premièrement, je veux savoir, c'est quoi votre secret? Deuxièmement, je veux savoir, c'est-tu toujours aussi facile que ça? Est-ce que vous êtes identiques ou est-ce que il y a eu des moments quand même qu'il y en a un qui voulait pas nécessairement partir ou... Bon, c'est une très bonne question. En fait, nous, c'est ça. Fait que c'est quoi votre secret? 25 ans. Le secret, là, c'est la transparence, l'honnêteté, la communication. Nous, on s'est toujours tout dit, on s'est jamais rien caché. Tu sais, des fois, s'il y a eu des moments de doute, de questionnement ou peu importe. Tu sais, on a toujours été très transparents l'un avec l'autre, puis on a toujours axé notre relation sur la communication. Aussi, tu sais, je pense que dans la vie, tu sais, il faut être, en guillemets, un peu persévérant. Tu sais, je trouve qu'il y a une facilité dans les relations, que ce soit les amitiés, l'emploi, les relations de couple, les relations de famille. Tu sais, c'est facile de jeter la serviette, de dire « Ah, c'est trop compliqué, là, il y a des problèmes, il y a des défis, passons à autre chose. »
Nous, on est une génération où on a le choix, là. Il y a rien qui m'a obligée à rester en couple pendant 25 ans. Si j'avais été malheureuse, je serais partie, ça fait longtemps, là, tu sais. C'est ça. C'est le désir, en fait, de trouver des solutions puis de persévérer. Parce que on se le cachera pas, en 25 ans, on a eu des défis, là, tu sais. C'est comme tous les couples, là. Mettre le temps et l'énergie dans ta relation de couple parce que tu y tiens. C'est sûr que on s'est remis en question parfois, là, au fil des 25 ans, à certains moments de vie. Puis, en fond, tu te mets à réfléchir puis tu te dis, OK, qu'est-ce que j'ai à perdre? Qu'est-ce que j'ai à gagner? En fait, nous, on faisait cet exercice-là. Là, tu te dis, ouais, est-ce que je suis prête à tout laisser tomber ça juste pour tel item? Parce que je vais aller dans une nouvelle relation qui va avoir l'air extraordinaire, où j'aurai pas ces éléments qui accrochent, mais il va quand même avoir d'autres choses qui vont être différentes, qui vont aussi accrocher. Fait après ça, tu te mets sur la balance. Moi, je me dis, si t'es dans une relation toxique, malsaine, où t'es malheureux, il y a des choses, je pense, qui sont inadmissibles là, dans les relations de couple que tu peux pas te permettre de passer outre ou tolérer. Mais tu sais, quand c'est juste les autres éléments qui accrochent, là, il va y en avoir dans n'importe quelle relation des éléments qui accrochent. Fait que là, après ça, si les plus là, de tout ce que tu as à gagner avec cette personne-là, tout ce que vous avez bâti ensemble, tu te dis, ouais, ben c'est un gros pensez-y bien. Tu sais, nous, en tout cas, ça a été ça nos réflexions dans les moments où on a vécu des remises en question, des défis. Ben, on se faisait cette réflexion-là, puis on se disait, ben non, j'ai bien trop à perdre qu'à gagner. Tu sais, c'est facile de prendre deux chemins différents, mais nous, il y avait comme... Tu demandais si on se ressemble. En fait, on est très différents sur certaines choses, puis on est très complémentaires sur d'autres et très pareils sur d'autres items. Le côté que tu parlais entre autres voyage, ça là, ça a tout le temps été un dénominateur commun. On s'est tout le temps rejoints là. On était vraiment sur la même longueur d'onde sur tous ces moves-là de voyage, d'achat, de décision de vie. Fait que tout ça, ça coule. On a été longtemps ensemble avant de devenir parents. Ça a pris 18 ans avant qu'on devienne parents dans notre relation de couple. Donc, on avait observé d'autres gens autour de nous avoir des enfants, puis voir, OK, toi, dans telle circonstance, qu'est-ce que tu ferais? Ah, telle affaire, hein, c'est pas pire, comment ils font ça? C'est un bon truc, on devrait garder ça en tête. Oh, ouais, telle chose, ouais, ça, moi, comment tu vois ça, toi? Moi, je serais peut-être pas ça de même. Fait on avait des discussions, on observait comme un peu comment ça se passait autour de nous. Fait qu'on a eu le temps en masse pendant 18 ans à voir, OK, est-ce qu'on se rejoint au niveau de la parentalité aussi, au niveau des valeurs et tout ça? Évidemment, comme tout parent, il y a certaines choses qu'on peut être en désaccord, mais globalement, dans notre vision de la parentalité, dans comment on souhaitait élever nos enfants, dans nos valeurs, on était vraiment à la même place aussi. Fait que ce qui était les éléments comme les plus importants dans notre vie, ben on a toujours été comme sur la même longueur d'onde. Fait qu'après ça, tout le reste, les petits accrochages sur les autres choses, mais c'est le quotidien, c'est ça, c'est les personnalités, c'est des visions différentes sur certaines choses, tu sais, mais on était fait pour être ensemble puis vivre ce qu'on avait à vivre, parce que c'est ça, c'est vraiment une aventure. On sent qu'on vit une aventure, on a vécu une aventure en couple, maintenant en famille. Puis c'est ça, tu sais, on n'est pas dans la monotonie du quotidien, dans la sédentarité. Fait qu'il y a comme tout le temps un peu une aventure dans notre vie, si on veut, dans la découverte, dans la nouveauté. Puis c'est ça, nos filles s'épanouissent aussi à travers ça. Puis nous aussi comme parents, comme couple. Ça fait comme 20 ans que vous voyagez. Ouais. C'est pas une surprise pour ta famille que vous êtes des voyageurs. Je pense qu'ils doivent avoir compris maintenant. Ouais. Mais en fait, comprendre, je pense que c'est un grand mot. Je pense que tous les gens, tu sais, quand t'es fondamentalement pas comme ça, tu sais, que c'est pas un appel pour toi le voyage, c'est dur pour les gens de comprendre, tu sais. Je pense que mes parents, ils nous ont toujours supportés. Ils ont toujours été là pour nous encourager, dire, regarde, si c'est ça que vous avez envie de faire, go, allez-y, soyez heureux. La compréhension, je pense que c'est difficile pour eux parce que sont fondamentalement pas faits comme ça. Ils ont pas cet appel-là du voyage, la curiosité de découvrir autre chose. Tu sais, ils habitent dans la même maison depuis 1979, dans la même ville, sont bien là. Les voyages, ils les ont principalement fait pour venir nous rendre visite au Mexique, dans l'Ouest. Tu sais, c'est un peu toujours à cause, entre guillemets, de nous qui ont voyagé. Donc, ils ont pas cet appel-là du voyage, puis de changer de maison, de changer de ville, d'être ailleurs. Tu sais, pour eux, c'est pas quelque chose qui fait partie de ce qu'ils sont. Donc, comprendre est peut-être difficile, mais ils l'ont toujours respecté et supporté et appuyé. Donc, ça, je suis entièrement reconnaissante. Là, j'ai tout le temps eu ce support-là. Ceux qui ont l'âme un peu justement nomade, voyageur, on se comprend entre nous. Pour nous, c'est comme une évidence. Mais pour d'autres gens qui, pour eux, c'est pas dans leur gène, si on veut, c'est plus mystérieux de comprendre pourquoi ces gens-là ont tant besoin de découvrir, de voyager, de changer de place, d'être en mouvement, d'être dans l'aventure tout le temps. OK, mais là, je vais te poser une question. Je suis pas exactement sûr comment te la poser. Mm-hmm. C'est quoi l'aspect négatif de ce désir-là de voyage? On est comme poussé à voyager, on veut découvrir, mais d'un autre côté, ça veut donc dire qu'on quitte des gens qu'on aime, on en rencontre, on crée des moments, on crée des amitiés, puis ensuite on les quitte. Puis en tout cas, pour moi, ça c'est quelque chose qui a été vraiment difficile. Mais est-ce que toi, t'as déjà eu ces sentiments-là? Est-ce qu'il y a un côté peut-être plus sombre à ça?
Ouais, c'est une bonne question. En fait, je te dirais que le choc de retour, tu sais, quand je voyageais beaucoup, tu sais, on parle des fois du choc culturel, l'adaptation dans une nouvelle culture. Je l'ai pas tant vécu, moi, ça. J'étais comme un poisson dans l'eau pas mal partout où je me retrouvais pour la première fois, que ce soit en Afrique, en Asie. Je me sentais bien, en fait. J'avais pas trop de difficultés d'intégration. Il y avait certains... Ça s'est arrivé à quelques reprises quand même, certaines choses où je m'adapte, où c'était plus comme confrontant. Mais principalement, ce qui, moi, me rentrait dedans, c'était les retours. Tu retournes dans ta propre culture, mais avec d'autres lunettes. Là, tu viens de vivre une expérience extraordinaire. Tu as vécu dans une autre culture. Tu as découvert plein de choses. Tu as fait des prises de conscience. Puis là, tu reviens dans ta propre culture. Des fois, tu es en réaction à ta propre culture. Des choses qui t'agacent, qui te fatiguent, que tu comprends plus, que tu te dis, ben voyons, tu sais. Fait que le choc de retour, dans mon cas, était plus intense. Mais je pense que quand ça fait partie de toi, le voyage, c'est d'apprendre à vivre avec cette dualité-là, de dire, OK, ben apprécier le moment présent. Quand je suis ici, j'en profite, puis quand je suis ailleurs, j'en profite. Puis c'est un peu ça, une nouvelle vie qu'on s'est inventée, avec la liberté qu'on s'est donnée, de pouvoir vivre ça, justement, moitié de l'année ici, moitié de l'année ailleurs. Mes filles, tu sais, ils vieillissent tranquillement. Ma plus grande est rendue à 7 ans et demi. Elle est vraiment baignée là-dedans depuis qu'elle est plus jeune. Puis elle a quand même des souvenirs du Québec, de Montréal, de notre ancienne vie. Donc, elle peut avoir un comparatif. Puis, on l'a consulté, en fait, quand on a pris la décision de changer de vie. C'est pas vrai que nous, comme parents, on va dire, hey, on te déracine, on prend cette décision-là, puis ben assume, là, tu sais. C'est comme, non, on veut savoir, toi, t'en penses quoi? Est-ce que t'es à l'aise avec cette décision-là? Fait qu'on s'est assis avec elle une fois que notre idée était faite. On s'est dit, on va la consulter pour voir elle, qu'est-ce qu'elle en pense. Puis si elle nous dit c'est un go, ben ça sera notre feu vert pour se mettre en action. Mais elle, c'est comme, go, on y va, moi, c'est bon, je suis prête à partir à l'aventure. Donc, c'est impressionnant, tu sais. Puis la plus jeune, elle était tout petite, mais elle, tu sais, c'est ça, elle a vécu sa vie. On était en VR pendant 5 mois quand elle était un bébé. On est revenu à la maison, tu sais, elle était habituée de vivre dans un petit espace, d'être à l'extérieur en tout temps, tu sais. Puis là, quand on est revenu dans notre maison, je me souviens, c'était fascinant. Elle était dans la maison, elle avait 9 mois. Puis là, elle a regardé la maison, elle a dit, mais c'est quoi ça? On est chez quelqu'un, c'est un hôtel, c'est quoi? Elle avait aucun souvenir. On était partis, elle avait 4 mois. Elle avait aucun souvenir, c'était quoi cet espace-là. Puis elle trouvait juste ça trop grand, puis elle était comme à l'intérieur. Puis là, elle frappait dans les fenêtres des portes patio pour dire « Hey, je veux sortir dehors. Qu'est-ce que je fais ici à l'intérieur de cette grosse maison-là? » C'était comme vraiment abstrait pour elle. Puis je me souviens, ça nous avait marqué, on était comme « Oh wow, OK, elle, c'est ça. Sa vie, c'est à l'extérieur. Elle est habituée d'être à l'extérieur, d'être en déplacement. » Elle a pas de souvenir, évidemment, du Québec. Elle avait 1 an et demi quand on est parti, donc c'est très flou pour elle. On lui montre des photos, des vidéos, mais tu sais, il y a pas rien de très concret dans ses souvenirs par rapport à ça. Elle, c'est la normalité, c'est ça, sa vie, là, c'est d'être, on est dans une roulotte, on habite au BC, après ça, on part au Mexique l'hiver, puis on est en espagnol, puis on est dans une autre culture, puis là, on vient ici, puis c'est comme, elle, pour elle, c'est ça, la normalité, ça n'a pas de barème de comparaison avec autre chose, fait que c'est fascinant, ça, de voir les enfants, à quel point, justement, tout ça est comme facile pour eux, tu sais. Puis, ce que je me suis rendu compte, c'est que c'est ça, il y a des gens que j'ai passés, que ce soit en Amérique latine, en Afrique, tu sais, j'ai un de mes meilleurs amis, Abdoulaye Omani, que j'ai pas vu depuis presque 8 ans, tu sais, il me manque, puis l'Afrique me manque, mais tu sais, je sais que si je retourne demain, ben ça va être comme si on s'était vu le mois dernier, là. En tant qu'adulte, tu sais, les gens significatifs, les gens importants, les gens qui te partageaient des belles choses, même si tu passes des mois, des années sans les voir, ça se perd pas. Tu te reprends où tu t'es laissé, puis tu continues le chemin, tu sais. Donc, je me suis rendu compte de ça au fil du temps parce que c'est ça, je voyageais, à un moment donné, je gardais le lien, puis là, je retournais plusieurs années plus tard, j'envoyais des gens, puis c'était comme si on s'était vu hier. Fait que là, si je comprends bien, t'as 2 filles, oui. Une qui a 7 ans, l'autre qui a 4 ans. Est-ce qu'elles sont trilingues? Ouais. Ça, c'est incroyable. Leur langue première, c'est le français. C'est ce qu'on se parle à la maison, en famille, entre nous. On parle toujours français. Puis après ça, comme je te disais, vu qu'on passe la moitié de l'année en Amérique latine, puis la moitié de l'année ici au Canada en anglais. Ça m'impressionne parce que nous, c'est ça. Évidemment, on parle les 3 langues aussi. Même on parle, c'est ça, 4 langues. Mais on sait que les enfants, c'est des éponges, puis ils apprennent super vite. Mais on se dit, est-ce que ça va être confus dans sa tête à un moment donné, est-ce que ça va être difficile de se changer d'une langue à l'autre? Puis, comme là, on est revenu du Mexique au mois d'avril, puis elle a repris l'anglais comme, tu sais, puis elle nous parle en français, là, à un moment donné, quelqu'un va y parler en anglais, elle va répondre en anglais. Si à un moment donné, on reçoit un appel en espagnol, elle va switcher à l'espagnol, fait qu'elle est capable de faire le switch français-anglais-espagnol. C'est ça, j'avoue qu'on est vraiment impressionnés, on est comme, wow! Pour la plus jeune, qui a 4 ans, le français est évidemment clair. Quand on est au Mexique, après 3 mois, là, la switch à l'espagnol t'est rentrée, puis elle communiquait comme une petite Mexicaine, là, avec les gens là-bas qui l'ont vu au début, tu sais, jour 1, tu sais, elle parlait quelques mots espagnol, mais tu sais, sa compréhension était limitée, elle parlait très peu. Puis là, après ça, qu'on est revenu ici, on était comme, comment ça va se passer pour elle? Tu sais, là, ça a été un petit peu plus long. Elle se rendait compte que c'est pas du français. Fait que là, quand les gens parlaient en anglais, elle répondait en espagnol. Puis là, les gens la regardaient en leur disant, je comprends rien. Puis là, t'es comme, oh, comment ça que les gens comprennent pas? Puis là, elle prenait conscience que, OK, ils parlent pas espagnol. Mais elle était comme, attends, l'anglais. Là, c'était comme, fallait qu'elle retrouve la switch dans sa tête pour l'anglais.
Puis là, tranquillement, là, c'est revenu, là, tu sais, ça fait quelques mois qu'on est revenu, puis là, elle est retombée en anglais et tout ça, mais elle a gardé l'espagnol. On continue à maintenir l'espagnol, des fois, tu sais, avec de la musique, avec des livres. Après ça, on garde des liens avec les gens au Mexique. On a des amis aussi à Creston, une belle petite communauté francophone, mais aussi une belle petite communauté latino. On voulait que, très jeunes, ils apprennent les 3 langues. Tu sais, on peut pas dire, on leur parle, tu sais, mettons, moi, je leur parle une langue, lui, il parle l'autre langue. On était comme, non, notre langue de communication, c'est le français. On va leur parler en français. Mais on se disait, tu sais, si on peut faire que notre vie leur permet d'apprendre les 2 langues, ben ça va être encore plus naturel et plus fluide. Puis effectivement, avec le choix de vie qu'on a fait, c'est comme le meilleur des 2 mondes encore là au niveau des langues parce que sont suffisamment longtemps dans chacune des langues pour pouvoir l'intégrer puis la pratiquer. Parce que tu vas juste un mois quelque part, après un mois, t'as pas un niveau de compréhension puis d'expression qui est suffisamment clair, puis ça reste moins aussi dans la tête que si t'es 6 mois, ben là, OK, là, c'est intégré, là, tu sais. Le modèle d'école à la maison nous interpellait beaucoup parce qu'on se disait, si on veut préserver justement cette liberté-là de pouvoir être ailleurs l'hiver, d'être ici l'été, puis de pouvoir aussi être en déplacement, parce qu'on savait pas, en fait, au début, comment notre vie allait s'orchestrer, mais c'était clairement intéressant pour nous, le modèle d'école à la maison, mais c'était tout nouveau. En même temps, on n'avait jamais fait ça. On connaissait pas beaucoup de gens qui faisaient ça non plus au Québec. Puis, c'est ça, la magie des choses, en ayant abouti à Creston par le destin. On a aussi rencontré énormément, dès notre arrivée, plusieurs familles qui faisaient du homeschooling à la maison. Autant qu'au Québec, on s'est souvent senti mouton noir sur plein de choses dans notre façon de penser, dans notre façon de vivre, dans notre mode de vie, dans nos valeurs à plein de niveaux. À Creston, on se sent comme normal. C'est vraiment spécial je pense, une des premières fois dans notre vie. Plein de choses, tu sais, de vivre dans une roulotte, de partir pendant l'hiver, de faire de l'école à la maison, c'est comme normal. Là-bas, il y a personne qui est comme surpris de ça. Il y a 33% des enfants à Creston qui font de l'école à la maison. Donc, c'est quand même assez répandu là-bas. Depuis longtemps, c'est pas une nouvelle réalité, ça fait longtemps. Puis tu me parlais aussi l'autre jour qu'il y avait un projet d'école publique francophone. Oui. Puis j'aimerais ça que tu me parles un peu plus de la communauté francophone de Creston puis de la région. Dans ma nouvelle vie, je travaille pour un vignoble, en fait Redbird. Puis les propriétaires, Rémi, en fait québécois. Puis mon conjoint François, lui, dans le fond, c'est ça, il travaille pour Thistle Farm, qui est une ferme d'ail. Et les propriétaires de Thistle Farm, Kip est américain, puis Michelle est québécoise aussi. Donc on a comme les deux, on est à Creston, puis les deux on travaille avec des propriétaires québécois. Donc on a connu eux en premier, mais après ça, c'est ça, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup d'autres francophones aussi. Il y a des Français, il y a des Suisses aussi, il y a des gens d'ailleurs là, de la communauté de la francophonie. Donc là, il y avait ce désir-là, en fait, de la part des familles, de pouvoir avoir une école francophone à Creston. Donc il y a un comité de parents motivés qui se sont mis ensemble, qui ont fait des démarches et en fait, c'est ça, il y a une école francophone à Creston qui est censée ouvrir ses portes. Souvent, ben c'est un peu comme un déclencheur, là, à partir du moment où tu as une école francophone, ben ça prend amener plus de francophones encore à Creston, des familles qui souhaitent aussi scolariser leurs enfants en français, qui vont dire « Hey, il y a une école francophone à Creston, donc on va déménager là-bas en raison de ça. » Donc, j'ai l'impression que la communauté francophone va prendre de l'expansion à Creston dans les prochaines années quand l'école va être ouverte. On faisait beaucoup de kayak, moi et mon chum, avant, pendant de longues heures, sur des plus longues distances et tout ça. En ayant des enfants avec nous, ben là, on s'est acheté un kayak là où on pouvait justement traîner nos 2 filles ensemble dans un compartiment pendant que nous, on pouvait pagayer et tout ça. Donc, on a fait ça dans les débuts. Puis là, ben nos filles grandissent, ils nous voient en kayak. Donc, eux aussi veulent avoir leur kayak et pagayer. Donc là, finalement, en étant ici, proche d'un lac où on va à toutes les semaines parce que le lac Kootenay fait partie de nos escapades hebdomadaires. On passe pas une semaine sans y aller. Donc là, on s'est dit, bon, mais ça vaut la peine d'acheter d'autres kayaks parce qu'on a le lac proche puis on en profite. Donc, on a acheté d'autres kayaks qu'on peut en faire bénéficier aussi nos amis, la famille, les gens quand ils viennent. Donc, on va souvent en gang à la plage puis on part en kayak, plusieurs kayaks ensemble. Puis là, ben notre grande fait du kayak elle-même aussi maintenant. La plus petite, un petit kayak d'enfant où elle peut se promener un peu dans la baie. Fait que c'est sûr que maintenant, en étant une famille avec des jeunes enfants, on fait moins des longues expéditions en kayak. On va plus comme pagayer, profiter du paysage, relaxer sur l'eau et tout ça. Donc, c'est moins des longues expéditions comme on faisait jadis. Mais on trouve ça le fun d'avoir transmis cette passion-là à nos filles, que eux aussi apprécient être en kayak sur l'eau. Des gens vont faire du canot, mais moi, le kayak, ce que j'aime, c'est qu'on est vraiment à fleur d'eau. Puis, ce qu'on est chanceux sur le lac Kootenay aussi, c'est que dans le secteur où on est, il y en a pratiquement jamais de bateaux à moteur. C'est vraiment beaucoup plus des gens qui sont en paddle, justement, en kayak et tout ça. Donc, il y a cette espèce de tranquillité-là aussi au niveau sonore qui est vraiment agréable. Avoir la chance, le privilège de dire « Hey, peu importe ça a été quoi notre journée, on peut se permettre de dire on va finir notre journée en kayak sur le lac. » C'est extraordinaire, là, tu sais. C'est un lac qui est majestueux. Ah oui! Ça s'étend de Creston
Ça va par Nelson, ça continue. Ah oui, oui. Puis c'est de l'eau de glacier. C'est comme... Ah oui, la profondeur de l'eau, tu sais, c'est un lac très profond. Là, je pense que c'est 150 mètres de profond à certains endroits, le lac. Puis c'est un lac, c'est ça, 107 kilomètres de long. C'est immense, c'est un immense lac. Là. Sens. La qualité, la transparence de l'eau, moi, ça me fascine. Des fois, justement, on était avec les filles l'autre jour en kayak. Le lac, souvent, est miroir, là, tu sais, fait que t'as une visibilité. La couleur de l'eau est superbe. On peut voir les poissons passer. Dans les journées chaudes, tu vas te baigner dans le lac, puis t'es bien, là. Tu peux rester dans l'eau, puis c'est rafraîchissant, mais t'es bien dans l'eau. Donc, un beau joyau caché, justement, que les gens connaissent pas tant, notre beau lac Kootenay, ben, c'est le fun de l'avoir comme voisin. C'est quoi ton plus grand défi? Wow! De garder un équilibre dans toutes les sphères de ma vie. Parce qu'être maman, pour moi, c'est ça. Je suis quelqu'un d'intense qui me donne beaucoup et tout ça. Donc, depuis que je suis maman, en fait, c'est ça. C'est devenu comme un peu ma vocation, ma mission de vie d'être là pour accompagner mes filles dans leur développement, puis les voir grandir, puis être là à leur côté. Puis on le fait en duo. C'est ça qui est merveilleux. On est une équipe parentale et je suis pas toute seule à avoir cette mission-là. Donc, je pense qu'un des beaux défis, c'est de garder, c'est ça, un équilibre dans notre vie qu'on a choisi, en fait, parce que c'est carrément, c'est ça, c'est un choix de vie qu'on a fait, de comment équilibrer, justement, nos moments en famille, nos moments en solo, nos moments juste en couple. Mais je pense que des fois, c'est ça, on tombe des fois plus dans un extrême de quelque chose à certains moments. Puis là, c'est comme juste d'en prendre conscience, de dire, OK, comment qu'on peut rééquilibrer ça pour que ça soit comme sain et agréable pour tout le monde, malgré ces moments d'intensité-là, puis ces rushs-là à différents moments pour différentes raisons. Donc... Je trouve ça le fun qu'on se soit rencontrés dans Ouais. un parc. Là, de tout ce que tu m'as raconté, ça devait pas te surprendre finalement. Non! J'ai comme l'impression que Ouais. toi, c'est le quotidien de ta vie, des espèces de rencontres fortuites. C'est-tu un mot ça en français? Je sais pas. Moi, c'est drôle parce que j'essayais de rentrer en communication avec quelqu'un de Creston parce que ici à l'AFCO, on veut encourager cette communauté-là qui est comme un peu loin. On s'est rencontrés, puis c'est grâce à nos enfants. Tu sais, parce que Ouais. on n'aurait sûrement pas chillé Ouais. dans le parc, Non, dans effectivement. la structure de jeu ce matin-là. Bon, on serait peut-être croisé sa rue sans savoir qu'on parlait, tu sais, français les deux, puis que moi, j'étais de Preston et tout ça. Donc, moi, je crois pas au hasard. Moi, c'est ça, c'est l'histoire de ma vie. T'as tout à fait raison. Les synchronicités, je trouve ça hallucinant. Quand t'es ouvert d'esprit, puis que t'es comme en conscience, puis que t'es ouvert à tout ce qui se présente dans ta vie, là, moi, des situations comme notre rencontre, là, j'en ai des milliers, peut-être un peu exagéré, des centaines d'histoires dans ma vie comme ça, de synchronicité, de gens que j'ai rencontrés dans des circonstances impromptues, puis que c'est devenu des super bons amis, rencontres d'âme sœur, comme hey, j'ai l'impression qu'on se connaît depuis toujours. C'est ça, puis moi j'ai dit il y a pas de hasard, ça existe pas le hasard, les choses arrivent pour une raison, puis des fois, dans certains moments de certains défis, tu te dis « Ah, pourquoi telle chose? » Mais il y a toujours une raison pourquoi les choses arrivent. Puis quand tu te promènes dans la vie avec cette ouverture-là, tu sais, à tous les jours, il y en a des tonnes d'opportunités, de portes qui s'ouvrent autour de nous, tu sais. Puis si on est dans notre chemin, en ligne droite, avec nos œillères, ben on fait notre chemin, puis on les voit juste pas. On n'a pas conscience que tout ça est là autour de nous. Mais si tu te lèves le matin, puis tu marches dans la vie avec cette ouverture-là, là, oups, tout à coup, tu fais une rencontre, tu croises quelqu'un, oups, quelqu'un te parle de telle activité, telle chose, hop, telle personne à telle place. Puis là, poup, tout s'organise, tout s'aligne, tu fais « Wow! Ma journée a tellement été extraordinaire, j'avais rien prévu! » Tout ça est sur notre route, mais c'est juste que des fois, on n'est juste pas conscient, puis on les voit pas, parce qu'on est occupé, parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on n'a pas envie, ou peu importe la raison, qu'est-ce qui fait qu'on... Cette journée-là, ben, on marche en ligne droite avec nos œillères, mais autant ici qu'en voyage, j'ai toujours eu un peu ça, puis ça m'a amené dans des aventures, des rencontres incroyables, puis... J'allais le dire. En voyage, on dirait qu'on regarde la vie, la journée qui est devant nous d'une façon différente, on lève la tête, mais on dirait que ces choses-là nous arrivent plus facilement quand on est en voyage, ce qui me fait conclure que vous êtes encore en voyage. Ouais, ben je pense que c'est un état d'esprit en fait Ben, aussi. ça fait 25 ans que vous Ben faites c'est ça. Tu vois la vie différemment dans ton quotidien, peu importe t'es où en fait. Fait que ces opportunités-là que tu qualifies plus comme de plus probable d'arriver en voyage, mais ça peut arriver aussi n'importe où dans ton quotidien quand tu te mets dans cet état d'esprit-là. Absolument. L'état d'esprit quand on est en voyage, on est souvent plus dans l'improvisation, le lâcher prise, on a moins de charge mentale, puis je pense qu'on est peut-être plus prédisposé à ça dans le quotidien. Les choix de vie qu'on a fait aussi, c'est pour essayer
d'être plus dans cet état d'esprit-là, mais dans le quotidien et non seulement en voyage. Wow. Je prends des chances à ouvrir des portes que les gens, des fois, osent pas. Puis ça m'a vraiment rendu service dans la vie. Donne-moi le meilleur exemple de ça. Ah, wow. Ici ou ailleurs? Dans toute ta vie. Dans toute ma vie. Moment où tu as pris le plus grand risque, puis finalement, ça a été le plus gros payout, puis t'es comme... Quelqu'un d'autre aurait jamais osé faire ça, puis moi, je l'ai fait, puis là, check où j'en suis maintenant. Wow. Hey, je suis embêtée par ta question. Ben, en fait, tu parlais de mes différentes vies professionnelles. En fait, c'est ça. Moi, mon père et ma mère, c'est quelque chose qui m'ont légué, c'est d'être heureuse dans la vie puis de choisir, dans le fond, des choses qui vont me rendre heureuse. Tu sais, mes deux parents, au niveau professionnel, ont pas fait ni l'un ni l'autre qu'ils auraient aimé faire. Ma mère aimait être enseignante. Ses sœurs, qui étaient plus vieilles qu'elle, qui sont devenues enseignantes, puis qui ont dit « Ah, non, fais pas ça, non, qui l'ont découragée à embarquer dans la profession. Fait que ma mère s'est dit « Bon, mais si mes sœurs me disent ça, j'irai pas faire ça. » Fait que là, finalement, elle est pas allée dans cette carrière-là. Elle avait aucune idée de ce qu'elle voulait faire dans la vie. Elle est allée voir un orienteur qui a dit « Elle est en comptabilité. » Elle est allée faire ça. Elle était pas bien là-dedans. Finalement, je suis née, puis bon, elle a été une merveilleuse maman à la maison. Mais elle a jamais fait professionnellement qu'est-ce qu'elle avait envie de faire. Mon père, lui, il voulait être professeur d'éducation physique. Mon père, c'est un mort du sport encore aujourd'hui. Lui, il aurait aimé ça être professeur d'éducation physique. À l'époque, les gens disaient « Ah, donne rien, t'as étudié là-dedans, il y a pas de job, tu vas être professeur de géo puis plein d'autres affaires pendant des années avant de pouvoir enfin être professeur d'éducation physique. » Mon père s'est dit « Ah, ben là, moi, c'est vraiment juste ça qui m'intéresse, j'ai pas le goût d'être prof de d'autres choses, je veux vraiment faire l'éducation physique. » Fait que là, il s'est laissé décourager lui aussi, il a pas fait ça. Il voulait être facteur, il est allé faire un remplacement pendant un été, il a trippé, mon père, il s'est levé tôt, marché, être dehors, parfait. Mais là, il n'y avait pas de débouché à court terme. Il a fait un remplacement d'été, mais ça aurait pris au moins 1 an et peut-être plus avant de pouvoir avoir un poste. Fait que là, il s'est dit, bon, ben là... Puis là, son père, qui était barbier, il a dit, ben, embarquez avec moi, mais non, ils auront de la job, il n'y a pas de problème. Fait que finalement, mon père était barbier toute sa vie. Il n'a jamais voulu faire ça de sa vie, tu sais. Fait que mes deux parents n'ont pas eu de vie professionnelle, tu sais, qui les interpellait puis qui souhaitaient faire. Fait que moi, ils m'ont tout le temps dit, tu sais... fais quelque chose qui va te rendre heureuse, dans lequel tu vas être bien, tu sais. Puis ça, c'est quelque chose que je suis très reconnaissante qu'ils m'ont légué. Tu sais, moi, j'ai pensé être professeure, justement, de français. J'ai été monitrice de français langue seconde pendant 1 an. J'ai hésité entre les deux, en fait. J'ai hésité d'aller comme professeure de français ou de mener des communications, le documentaire, en fait, principalement. Puis là, j'ai fait les deux en même temps. Je me suis inscrite au bac en communication média à l'UQAM. Puis en même temps, j'ai fait comme job, comme étudiante pendant cette année-là, monitrice de français langue seconde. Puis j'étais avec des nouveaux arrivants qui apprenaient le français. Puis là, ça m'a permis de comprendre, dire, OK, ouais, là, j'ai les 2 volets. Puis j'adorais l'enseignement, mais je me serais pas vue... En fait, il aurait fallu que ça soit en petit groupe. Parce que je voyais comme Moi, j'ai voyé en petit groupe, mais je voyais les dynamiques des professeurs, tu sais, dans un groupe classe, avec tout qu'est-ce que ça impliquait et tout ça. Puis j'ai dit, ah, non, c'est pas ça qui sera pour moi. Fait que finalement, j'ai enseigné le français dans plein d'autres contextes. J'ai enseigné au Mexique avec des Mexicains. Je me suis retrouvée dans plein de contextes où j'ai enseigné finalement le français, mais pas de façon officielle dans le cadre d'un emploi comme une profession. Puis après ça, les communications, en fait, le documentaire, j'ai fini mon bac. J'ai trouvé un stage en télé, justement. J'ai adoré ça. J'ai rencontré des gens extraordinaires. Puis ils m'ont offert un job. Puis après ça, mon enfant, c'est le documentaire qui m'intéressait. Puis ce que je me rendais compte, c'est que je travaillais dans le domaine de la télé et tout ça, mais c'était pas tant mon univers, tu sais, j'ai apprécié mon expérience, mais je me voyais pas là à long terme continuer à faire ça. Puis vivre du documentaire, c'est pas facile. J'étais comme moi, je pense que je vais aller vers une autre direction. Puis tu sais, c'était drôle parce que je venais de finir mon bac là, tu sais, puis je prenais conscience, je travaillais dans la télé, puis j'étais comme non, tu sais, puis mes parents ils ont pas comme dit "Ah mon Dieu, ben là, qu'est-ce que tu vas faire? T'as fini ton bac, tu vas pas changer de domaine." Tu sais, c'était comme non, tu sais, go, fais ce que t'as envie. Puis là, je venais de commencer, là. Je venais avoir ma piqûre du voyage. Je venais de faire mon premier voyage. J'étais comme, non, là, moi, j'ai le goût d'investir de mon temps, de mon énergie dans le voyage. Puis j'étais comme, faut que j'aille vivre en immersion dans un pays hispanophone pour vraiment apprendre l'espagnol. J'avais le goût de vivre dans cette culture-là aussi. Puis moi, mon choix numéro 1, c'était le Chili avec un projet de théâtre social. Puis à la base, moi, mon mandat, c'était supposé être au niveau plus comme web. Ben, finalement, j'étais arrivée là, puis j'espérais, en fait, qu'il y a autre chose à me faire faire. Puis effectivement, ils ont dit, non, nous autres, c'est pas ça notre priorité pantoute. On aurait plus besoin que tu sois avec nous sur le terrain. Puis nous, on fait plein de projets avec justement des jeunes dans les bidonvilles, au niveau du théâtre social. Puis on va aller chercher des fonds, des subventions. Puis on n'a juste pas rien pour comme prouver ce qu'on fait. T'sais, on n'a pas de matériel visuel. Fait que on aurait besoin de vidéos, de photos, de tout ce qu'on fait. J'étais comme, yes! Wow!
10 fois mieux que d'être assis dans un bureau devant un ordinateur à faire un site web. Fait que moi, j'étais wouhou! Fait que finalement, c'est ça. J'étais sur le terrain, j'étais avec eux, dans le fond, avec tous les projets qu'ils faisaient avec les jeunes, puis je faisais du registre visuel, dans le fond, de tout ce qu'ils faisaient. Ça fitait pas mal plus avec mes intérêts. Puis ça m'a permis même de faire mon propre documentaire après ça, avec tout, dans le fond, c'est tout ce que j'ai ramassé comme matériel. J'ai fait après ça un documentaire pour présenter un peu tous les partenaires, puis tout ce qu'ils faisaient, tous leurs projets. Puis là, après ça, tu sais, ça faisait du sens. Donc, qu'est-ce que je peux faire qui va faire encore du sens? Puis là, je suis revenue 3 mois au Québec, j'ai fait juste le montage de mon documentaire. Fait que moi, j'ai été 3 mois de retour au Québec, puis là, on est déménagé au Mexique pendant 1 an et demi. Le milieu communautaire, moi, ça a tout à fait partie de mes valeurs. J'ai fait beaucoup de bénévolat, j'ai été impliquée beaucoup dans plein d'organismes, dans plein de choses dans ma vie, puis c'est ça, tu sais, j'étais comme, j'avais pas un besoin de dire, hey, moi, là, c'est ça, c'est important pour moi d'être payé, d'avoir une carrière, d'être rémunéré. Je me disais, tu sais, si on est capable de vivre avec le salaire à mon chum au Mexique, moi, j'ai pas besoin, parce qu'on regardait, tu sais, je me fais faire un permis d'emploi ou tout ça, puis j'étais comme, tu sais quoi, non, tu sais, j'ai pas besoin d'être salarié pour ce que je vais faire. Je vais me trouver des implications bénévoles là-bas, je vais rendre service aux gens, puis moi, ça me va, là, j'ai pas besoin de reconnaissance salariale pour sentir que je fais quelque chose qui fait du sens, là. En fait, je suis arrivée, puis la semaine suivante, je pense, là, hey, ça tenterait ça des cours de français? Il y a des Mexicains qui aimeraient ça apprendre. Ben ouais, pourquoi pas? Puis là, eux m'ont tout appris l'espagnol mexicain, parce que moi, j'arrivais avec mon espagnol chilien, qui était quand même très différent. Fait que là, je me suis impliquée comme bénévole dans un centre de jour avec les jeunes de la rue à Querétaro, où j'habitais au Mexique. Puis là, j'ai appris vraiment comme énormément de choses de travail terrain, tu sais, j'étais avec les éducateurs de rue, je pouvais les accompagner, tu sais, dans toute l'intervention qu'ils faisaient là, auprès des jeunes et tout. Fait que j'ai commencé comme ça, puis finalement j'ai fait j'ai fait aussi un projet documentaire avec eux que j'ai pas complété finalement. La vie a fait que tout s'est enchaîné par la suite, mais j'avais fait des entrevues justement aussi, puis du matériel visuel sur tout un peu le travail qui se faisait, mais il y avait comme 5 projets de documentaire en un, là. Je pense que j'avais comme trop de sujets, trop d'entrevues, trop de contenu. Mais c'est ça, fait que j'ai continué à faire ça. Fait que le documentaire est comme resté présent dans ma vie pendant un bout de temps. Au Mexique, j'ai à peu près 100 heures de matériel sur tous les rituels préhispaniques. Moi, ça me fascinait de voir comment, en 2006, à l'époque, 2006-2007, il pouvait avoir encore toutes ces traditions-là, ces rituels-là préhispaniques qui étaient vivants puis qui étaient dans cette modernité-là. Moi, ça me fascinait, puis j'étais comme wow, moi j'ai tout le temps beaucoup aimé ce côté-là, l'espèce de dualité qu'ils ont entre être moderne et traditionnel à la fois. L'intervention, le travail de rue, ça, je me rendais compte que c'est vraiment quelque chose aussi qui me faisait vibrer beaucoup, puis qui me faisait énormément apprendre, là. J'apprenais de ces jeunes-là, c'était hallucinant. Fait que quand je suis revenue après ça, après 1 an et demi au Mexique, comment je peux faire du sens avec tout ça? Ça fait 2 ans que je vis tout ça en Amérique latine, puis là, qu'est-ce que je vais faire de ce bagage-là au Québec, tu sais? Puis c'est ça, encore là, les synchronicités de la vie, je reviens, il faut avoir un forum social québécois qu'il y avait à Montréal en 2007. Je venais juste d'atterrir, ça faisait 2 ans que j'étais pas au Québec. Je reviens, je me dis, je vais peut-être réseauter, trouver du monde, rencontrer des gens intéressants. Puis c'est ça, poum, je m'en vais là. Puis je m'en vais, entre autres, assister à une conférence que Sylvain Filion faisait sur l'organisme Tous les enfants de l'autre monde. Après la conférence, j'étais allée voir Sylvain, puis j'ai dit, moi, là, je reviens de 2 ans en Amérique latine, j'ai fait telle expérience, ça me parle au bout de ce que tu fais, j'aimerais ça collaborer avec toi, est-ce quelque chose de possible? Puis là, lui, il vient de finir sa conférence, puis là, il est comme, veux-tu me laisser tes coordonnées? On peut peut-être aller prendre un café dans les prochains jours. Fait que je suis comme, oui, voici mon numéro, parfait. Tout a démarré de là, de 2007 jusqu'à 2015. J'étais son bras droit. Au début, c'était bénévole, comme je te disais, là. C'était une ONG qui avait pas beaucoup de fonds, puis, fait que c'est ça. Fait que j'ai comme organisé des stages au Mexique, au Chili, avec tous les réseaux et les partenaires que j'avais là-bas. Après ça, on a eu un financement pour l'Afrique de l'Ouest. Au début, j'ai accompagné en Afrique de l'Ouest au Mali, obtenu un financement pour 5 ans avec l'ACDI. Puis là, après ça, tranquillement, quand on a eu des subventions puis que j'ai pu avoir un salaire pour l'ONG, ben là, j'ai été appelée à voyager énormément grâce à ça. J'ai appris énormément. Tu sais, je me disais, c'est ça, je me suis occupée des enfants dans le monde avant d'avoir mes propres enfants, mais tu sais, c'est ça. Ça a été comme quand tu posais la question tantôt, je pense que ça a été quand même un gros noyau parce que c'est ça, tu sais, si je n'étais pas revenue à ce moment-là du Mexique, que j'avais pas décidé d'aller au forum social, que j'avais pas choisi cette conférence-là, que j'aurais pas osé aller lui parler après, ça serait retrouvé peut-être sur ma route quand même, mais tout ce volet-là qui a quand même été pendant 8 ans de ma vie, je me suis donné corps et âme pour cet organisme-là pendant longtemps. Ce moment-là d'oser, puis de synchroniser les choses, puis d'écouter mon intuition a fait que ça m'a quand même occupé 8 ans de ma vie sur un projet qui était très passionnant et qui m'a permis de grandir beaucoup comme personne. Donc là, moi, c'est ça, j'ai comme bouclé la boucle de la coopération internationale. Je me disais, là, tu sais, je suis rendue ailleurs, je vais me dédier à mes enfants. On décide de partir en road trip, puis là, on est comme jamais vraiment revenu du road trip. C'est là qu'on s'est dit, ouais, mais là, je pense que là, c'est là ou jamais. Tu
sais, nos enfants sont encore jeunes. Si on a un choix de vie à faire, c'est là qu'on fait le move. Puis c'est ça, tout a déboulé après ça. On a mis la maison en vente, puis on s'est inventé une nouvelle vie là pour atterrir ici, dans les Kootenays. Donc, fait que c'est un peu ça. Ma vie elle est partie comme dans plein de directions. Puis tu sais, des fois, les gens me disent, dans 5 ans, dans 10 ans. Oh. Je sais pas. Hey, ma prochaine question. Mais moi, c'est ça. Je suis pas quelqu'un qui me projette dans l'avenir. Je suis quelqu'un du moment présent. Puis après ça, qu'est-ce que je vais faire dans 5 ans, 10 ans? Tu sais, mes filles, dans 10 ans, elles vont être ados. Tu sais, je sais pas, on va être rendu où comme famille. Tu sais, on va s'adapter à eux pour qu'ils soient bien, pour que nous, on soit bien. Où est-ce qu'on est rendu aussi comme dans notre vie. Mais tu sais, 5 ans, hey, c'est loin, là. Il peut tellement se passer de choses d'ici 5 ans. J'en ai aucune idée de ce que je vais faire dans 5 ans. Où je vais être, je sais pas. Je sais pas, je sais que je vais être bien, puis je sais que je vais suivre mon intuition comme je l'ai toujours fait, puis je vais être à la place où je dois être à ce moment-là, mais... Je pense que j'ai jamais rencontré quelqu'un qui est autant dans le moment présent, avec autant d'énergie, mais autant en équilibre. Genre, ça m'impressionne, puis là, j'essaie de me rappeler, je connais-tu quelqu'un qui m'a déjà parlé avec autant de présence d'esprit, mais d'énergie? T'es unique, là, à ce niveau-là. Ben, ça peut inspirer d'autres gens qui nous écoutent, tant mieux, parce que je trouve que c'est ça, la vie est là pour être vécue pleinement, puis des fois, on se met des barrières par rapport à des peurs, par rapport à plein de choses, par rapport au bagage familial, comment on nous a éduqués, les gens qui nous entourent, tu sais, il peut y avoir tellement de freins autour de nous. Tu sais, ça me fait plaisir de la partager, mon histoire, parce que je me dis, ça peut inspirer d'autres gens, puis j'ai l'impression que j'ai peut-être été le déclencheur pour eux dans leur vie de dire, hey, oui, c'est possible, go, je le fais. On fonce, tu sais. Si t'as pas la personnalité, tu sais, pour toi-même te lancer dans le vide, t'es pas nécessairement accompagné d'un partenaire qui a cette vibe-là, lui aussi, puis cette envie-là, ben, tu peux avoir ça en dedans de toi toute ta vie, mais jamais le passer à l'action puis sauter dans le vide, parce que c'est un saut dans le vide, tu sais, souvent dans plein de circonstances, mais tu sais, on a quitté le Québec, tu sais, c'est ça, c'était un gros saut dans le vide, on n'avait aucune idée. Tout le monde disait, ah, mais vous avez la vie que tout le monde rêve, qu'est-ce que vous faites à tout, tu sais, lâchez ça, vous allez les faire quoi? Ben, je sais pas. Ben oui, mais pourquoi vous faites ça d'abord? Ben, je sens juste que c'est ça qu'il faut que je fasse. Puis la suite, elle va être géniale, je sais pas encore c'est quoi, mais ça va être génial. Puis les gens, on a fait vivre de l'angoisse, de l'anxiété à plein de gens autour de nous qui disaient, mais ils sont malades, ils sont fous, qu'est-ce qu'ils font là, tu sais? On a confiance qu'on a fait le bon choix, puis c'est quoi le pire scénario? Hey, on s'est trompé, on revient, puis on se réinvente une autre vie au Québec, tu sais, dans le pire des cas, là, tu sais. Il y avait pas, c'est pas une question de vie ou de mort, là, tu sais, il y avait pas rien qui était... Qu'est-ce qu'on a à perdre, puis qu'est-ce qu'on a à gagner? Ça revient à tout ça. Tu sais, dans la relation de couple, c'est ça aussi, tu sais. Dans la vie, là, c'est tout le temps ça. Dans la vie, c'est toujours ça, tu sais. T'as pas peur, des fois? Rarement. Je dirais pas jamais parce que c'est pas vrai. Ça m'arrive, mais rarement. Vraiment rarement. Puis ça aussi, c'est quelque chose que j'essaie d'inculquer à mes filles. Tu sais, la peur, c'est un frein. Tu sais, ça peut t'arrêter de plein de choses dans la vie. Tu sais, ça peut être sain, des fois, d'en vivre de la peur dans certains contextes. Puis il y a des contextes où on s'entend là, que la peur peut être légitime. Mais de carburer à la peur, c'est un frein tellement immense. Puis tu sais, autant que j'aime la culture mexicaine, mais il y a des aspects de la culture mexicaine. Des fois, là, on observe comment les enfants sont éduqués, puis la peur est beaucoup plus présente. On l'a beaucoup vécu parce que nous, on est avec nos filles au Mexique, puis nous, on est très comme... Tu sais, on est conscient, on est responsable, mais on est très ouvert, tu sais. Puis ça confrontait beaucoup de gens au Mexique de voir comment on était avec nos filles, comment on leur laissait faire des choses, puis les gens, souvent, ils étaient des fois déstabilisés, tu sais, puis eux, ils avaient peur pour nous, tu sais, ou peur pour les filles, puis on était comme, ben non, ça va, tout est correct. Autant que ça peut être légitime, mais ça peut tellement être un gros frein. Puis c'est ça, on a essayé, nous, de pas élever nos enfants. Ma fille, je pense que la première fois qu'elle a entendu le mot peur, elle va avoir 3-4 ans. Elle savait même pas c'est quoi. Elle dit, c'est quoi, c'est la peur? Elle avait jamais entendu ça, parce que nous, c'est pas un mot qu'on utilisait. Wow. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un, un enfant, tout ça, j'ai peur. J'ai peur. C'est quoi, de quoi tu parles, tu sais? Puis là, on a comme réalisé, ah ouais, hein, nous, elle connaît pas c'est quoi la peur. Tu sais, c'est pas quelque chose qu'on utilise dans notre vocabulaire. Mais du temps, là, tu sais, comme quand on voyageait, puis plein d'affaires, on allait un peu partout, puis on a vécu des contextes de voyage des fois un petit peu, c'est ça, plus challengeants, tout ça, puis on prenait pas des risques démesurés, mais oui, on a été des gens qui ont pris des risques dans la vie à plusieurs niveaux. T'as une bonne attitude dans la vie, mais la vie, ça l'attire des bonnes choses aussi vers toi. Si vous voulez soutenir financièrement la cause de la francophonie canadienne ou la cause des femmes francophones en Colombie-Britannique,
Nous vous invitons à faire un don à l'organisme à but non lucratif de votre choix. Réseau Femmes Colombie-Britannique représente, promouvoit et défend les droits et intérêts des femmes francophones depuis plus de 30 ans. Et Franc Ouest est fier de s'associer à cet organisme pour notre 2e saison. L'AFCO, ou l'Association des francophones des Kootenays-Ouest, fait rayonner la langue française et ses cultures dans ce grand territoire depuis 1986. Rendez-vous sur réseaufemmes.bc.ca ou afko.ca et cliquez simplement sur le bouton don. N'importe quel montant est apprécié, mais si ce n'est pas possible pour vous de faire un don présentement, aucun problème. Franc Ouest est une coproduction de l'AFCO et de WebWest, financée par le gouvernement du Canada et en partenariat avec Réseau Femmes Colombie-Britannique. Réalisation et animation, c'est moi, Patrick Lac. Productrice principale WebWest, Micheline Arbé. Chef de contenu WebWest, Sandra Poirier. Direction AFCO, Lynn Chartier. Réalisation, direction photo et montage vidéo, Jackie Atkins. Prise de son, mixage et médias sociaux, Véronique Trudel. Caméraman, opérateur drone et photographe, Alex Balsé. Traduction et rédaction, BPM Communication. Graphisme, Patrick Lac et Louis Fortier Design. L'image du logo est de Wild Air Photography et Sweet Peas Studio. Thèmes musicaux, The Great Novel et Projet Hertz. Ambiance musicale, Patrick Lac, Charles Robert, John Shakespeare, Peter Reed et Spyro's Beat. Merci à Nelson Public Library et leur studio communautaire Tech Hub, Kootenay Co-op Radio, Radio Victoria, Jamie Shinkuski, Alexis Roy-Perra, Marcus Dénommé, Marley, Ralph et Béatrix et Anne-Marie Claveau.